Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtront pas encore, je vais juste passer quelques minutes pour présenter nos missions. Donc, nous avons trois missions: à informer, accompagner et défendre les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Donc, j'assiste bien sur tout type de cancer, même s'il y a Rose dans notre nom, on ne s'occupe pas que du cancer du sein. Nous vous informons via le Rose Magazine que vous retrouvez directement dans vos établissements de santé ou parfois chez votre kiné ou votre pharmacien. Donc, il paraît deux fois par an. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour suivre l'actualité en oncologie. Donc, nous avons également notre site internet rose-up.fr où vous retrouvez tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Notamment, dernièrement, nous avons fait un bilan des annonces qui ont été faites au Congrès international de l'ASCO. Donc, n'hésitez pas à aller regarder régulièrement notre site internet. Nous vous accompagnons également via nos maisons Rose Up. Donc, nous en avons trois, deux physiques, une à Paris et une à Bordeaux, et une en ligne, Ma Maison Rose Up, où nous vous proposons des soins de support. Ça peut être de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, de l'activité physique adaptée, de la nutrition. Voilà, nous vous proposons un panel assez large d'ateliers. Et nous vous proposons également des programmes dédiés. Nous avons un programme dédié aux femmes qui sont touchées par un cancer métastatique, et nous avons également un programme de maintien et de retour à l'emploi. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire grâce à notre agrément du ministère de la Santé. Et donc, nos principaux combats sont évidemment, vous le savez, le droit à l'oubli, mais aussi réduire le reste à charge, l'accès aux nouveaux traitements, et aussi l'aide aux mamans solo. Voilà, c'est un bref aperçu de tout ce que l'association propose. Évidemment, pour ça, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos dons et de vos adhésions. Vous pouvez adhérer à notre association pour 30 euros par an. Vous recevrez directement chez vous les deux numéros de Rose Magazine. Vous aurez accès à tous les ateliers que nous proposons dans nos différentes maisons et vous nous aiderez pour porter nos plaidoyers. Je m'appelle Émilie Croyer, je suis la rédactrice en chef du site internet rose-up.fr et journaliste scientifique. Aujourd'hui, le webinaire que je vous propose, c'est autour de l'oncogénétique. Et pour ça, j'ai avec moi Antoine Depeau. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation d'abord et la confiance que vous m'accordez pour animer ce webinaire. Donc moi je suis Antoine Depeau, conseiller en génétique à l'Institut Curie. Je travaille à l'Institut Curie depuis 2005, donc ça y est, ça fait 20 ans que je suis en poste là-bas. J'assure tout type de consultations, mais principalement des consultations en rapport avec les antécédents personnels et familiaux de cancer du sein et de l'ovaire, donc les tumeurs plutôt gynécologiques, mais on a aussi une activité de consultation sur les tumeurs digestives et les syndromes plus rares. Je suis aussi membre du groupe Génétique et Cancer, du bureau du groupe Génétique et Cancer. C'est un groupe national qui permet d'homogénéiser les Les prises en pratiques. charge, les pratiques au niveau national pour que finalement, quel que soit l'endroit où est rencontrée en consultation génétique une patiente, il puisse y avoir une harmonisation des pratiques. Je suis membre du bureau aussi de l'Association française des conseillers en génétique. Je contribue aussi à la formation des conseillers en génétique à l'Université de Paris-Cité. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour me C'est présenter. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on a le bon interlocuteur, je pense. Je rappelle juste le fonctionnement des personnes qui nous suivent en direct sur Zoom. Si vous avez des questions à poser, c'est via l'onglet Q&R en bas de votre écran. Et je rappelle aussi également que c'est un webinaire d'information, donc on ne fera pas de consultation individuelle. Voilà, la base est posée. Justement, pour revenir à la base, et c'est vrai qu'on apprend de plus en plus la biologie des tumeurs, donc on entend parler de mutations qui causent le cancer, donc on a bien compris que le cancer était une maladie génétique. Pour autant, est-ce que maladie génétique veut forcément dire maladie héréditaire, maladie qu'on va transmettre à ses descendants? Alors, en effet, je vous confirme, le cancer, c'est bien une maladie génétique, puisque ce sont des altérations, des anomalies génétiques qui surviennent dans des cellules.
qui provoque le dérèglement de ces cellules et la transformation et le passage de cellules normales à cellules tumorales. Donc, soumis à ces anomalies génétiques qui sont à l'origine de l'apparition des cancers. Mais par contre, qui dit maladie génétique ne dit pas forcément maladie héréditaire, Mhm. puisqu'on a montré qu'environ seulement 5% de l'ensemble des cancers étaient liés à une prédisposition génétique. Donc, prédisposition génétique, ce qui signifie que ce sont des anomalies génétiques qui sont présentes finalement dès la naissance et Mhm. qui peuvent se transmettre aux descendants et donc qui sont héréditaires. Voilà, c'est ça la définition. Et Donc, on donc, a c'est des seulement 5% de ces cancers sont héréditaires. Donc, la plus grande majorité des cancers qu'on a autour de nous, dans nos familles, sont des cancers dits sporadiques, c'est-à-dire qui surviennent de manière un peu accidentelle, avec l'apparition d'anomalies génétiques dans certaines cellules qui ne sont pas réparées correctement. Et l'accumulation de ces anomalies génétiques dans une cellule fait qu'à un moment donné, il y a ce basculement de cellules normales à cellules tumorales. D'accord, donc ça, c'était important de poser la base. Donc, il y a les mutations qu'on a à la naissance, donc qu'on retrouve dans l'ensemble des cellules de notre corps, et il y a les Exactement. mutations qu'on acquiert au cours du temps, soit à cause du vieillissement, soit à cause du tabac, des UV, et là, L'exposition à ça ne l'environnement, tout touche à que fait. quelques cellules de notre organisme. Exactement. J'ai juste une question. Si ces mutations qu'on acquiert avec le temps, elles touchent mes ovaires ou chez un homme, les testicules où sont produits les ovocytes et les spermatozoïdes, est-ce qu'il y a un risque quand même de le transmettre aux enfants? Alors oui, en effet, ça c'est des mécanismes qui sont très bien connus en génétique. Ce sont des néomutations qui peuvent survenir dans les gamètes. Et effectivement, si ces anomalies concernent les spermatozoïdes ou les ovocytes ou les précurseurs de ces cellules, eh bien en effet, ces mutations peuvent être ensuite transmises à la descendance. Mais voilà, ce sont des situations assez rares. Ouais. Dans le domaine des prédispositions génétiques au cancer, ça va dépendre des gènes, mais le taux de néomutation quand on retrouve une prédisposition génétique, il est globalement assez faible. La plupart des maladies génétiques sont des maladies, enfin, je parle de maladies génétiques, des prédispositions au cancer sont des maladies Mhm. qui sont héritées, des prédispositions qui sont Transmise. héritées d'un parent et qui sont transmises de génération en génération. Donc il y a quelques situations, quelques maladies dans lesquelles le taux de néomutation est un peu plus élevé, mais c'est quand même pas la règle. D'accord. Donc, on garde en tête que les cancers héréditaires, en tout cas issus de prédispositions génétiques, ça reste rare, contrairement peut-être aux idées reçues Exactement, de la majorité. c'est ça. Alors après, je dirais la part des cancers héréditaires en fonction des localisations va varier d'un cancer Oui, à un voilà. autre. OK. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas des cancers du sein, si je prends toutes les Mhm. femmes atteintes d'un cancer du sein, on va estimer que c'est à peu près 2% à maximum 4% des cancers du sein qui sont liés à une prédisposition génétique. Donc ça veut dire que 96 à 98% des cancers du sein sont des cancers du sein qui ne sont pas liés à une prédisposition génétique. J'entends là par prédisposition une mutation qui donne des risques très élevés de développer un cancer comme BRCA1 ou BRCA2 qui sont assez connus, les deux gènes, les deux principaux gènes dans cette prédisposition. Donc c'est assez finalement rare, c'est 2 à 4% encore une fois des cancers du sein qui surviennent dans ce contexte-là. À l'inverse, par exemple, si je m'intéresse au cancer de l'ovaire, Oui. là on va pouvoir retrouver jusqu'à 15% des cancers de l'ovaire qui sont liés à une prédisposition génétique. Donc vous voyez que la contribution des tumeurs qui surviennent dans un contexte de prédisposition C'est varie variable. en fonction de la localisation. Alors, il y a Christine qui nous avait envoyé un message dans le chat pour elle est atteinte d'un cancer du pancréas, PALB B. Ça Pas le fait partie BB2, ouais, pas le des PALB BB2. B2, oui, tout à fait. Donc ça aussi, ça fait partie de ces mutations qu'on peut Exactement, hériter. c'est ça. Le gène PALB2, c'est un gène de prédisposition au cancer du sein, au cancer de l'ovaire, mais on a aussi des situations dans lesquelles il y a probablement une augmentation du risque de cancer du pancréas. Alors, c'est dans ce domaine des prédispositions, on parle de spectre tumoral. C'est-à-dire que quand une personne est porteuse d'une mutation, une altération génétique dans un gène, donc prenons l'exemple là de PALB2, c'est pas une mutation, même si elle est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est présente dans l'ensemble de l'organisme, dans toutes les cellules de l'organisme, Mhm. ça ne veut pas dire que toutes les cellules de l'organisme sont prédisposées à se transformer en cellules tumorales. Donc on parle D'accord. de spectre tumoral, et avec PALB2, effectivement, on a des familles dans lesquelles il peut y avoir une augmentation du risque de cancer du pancréas. Mais
je reste assez prudent parce que probablement, il y a des cofacteurs. Parce Oui. qu'on on voit bien que toutes les familles PAL-B2 ou même certaines familles BRCA2 n'ont pas d'antécédents dans la famille de cancer du pancréas. Et donc, il y a probablement des cofacteurs génétiques et ou environnementaux aussi qui vont faire que dans un environnement particulier, cette mutation PAL-B2 ou cette mutation BRCA2 va pouvoir augmenter le risque de cancer du pancréas. Et donc, c'est pas toutes les familles PAL-B2 qu'on considère aujourd'hui à risque augmenté de cancer du pancréas. De la même façon, c'est pas toutes les familles BRCA2 qu'on considère à risque augmenté de cancer du pancréas. Par contre, Alors, sein et ovaire, toutes ces familles BRCA1, BRCA2, PALB2, ça ce sont des risques qui sont assez constants. d'accord. Mais pour autant, donc on parle de prédisposition depuis tout à l'heure parce que c'est pas parce on est porteur d'une mutation dans ces gènes qu'on va forcément développer un cancer au cours de sa vie. Tout à fait, vous avez raison. Le risque, il est souvent très élevé, mais il est rarement de 100%. Il y a quelques situations où on peut avoir un risque de 100%, comme par exemple avec des mutations du gène APC, qui est un gène qui est responsable de polypose adénomatosomiale, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui développent des centaines et des centaines de polypes dans le côlon, et au cours de la vie, c'est quasiment sûr à 100% qu'un de ces polypes va se transformer en cancer. Donc on sait que le risque de cancer colorectal avec des mutations du gène APC est de 100%. Mais pour la plupart des prédispositions génétiques, on est dans un contexte de risque augmenté, avec des niveaux de risque qui varient d'un gène à un autre, d'une localisation à une autre. Et donc, du coup, voilà, on ne peut pas dire que parce qu'on a une mutation, ça veut dire C'est qu'automatiquement, automatique on développera un cancer au cours de sa vie. Mais le risque de le développer est beaucoup plus élevé que si on le compare à sur celui de la la population population générale. générale. Et donc, vous disiez hein, qu'il y a certains gènes qui prédisposent à plusieurs, enfin, des tumeurs dans différentes localisations. Alors, je vais poser la question de haut de façon un peu indirecte. C'est par exemple si j'ai une grand-mère qui a le gène BRCA et qui a eu un cancer de l'ovaire, est-ce que c'est plutôt un cancer de l'ovaire que j'aurais euh, Ah, c'est une ou bonne pas forcément? question. Si, si, bah, c'est une très bonne question. Il y a eu quelques travaux qui ont été publiés sur ce sujet-là, de savoir si, en fonction de l'atteinte primitive de la parenté au premier degré, est-ce que le risque de développer un cancer du sein ou de l'ovaire allait être modifié par rapport à un risque moyen? Et effectivement, les risques sont pas tout à fait les mêmes en fonction de l'histoire familiale. C'est-à-dire que oui, s'il y a une mutation BRCA1 et que la personne a eu un cancer de l'ovaire, si elle conteste a eu un cancer de l'ovaire, peut-être que dans ces familles-là, les apparentés de premier degré seraient avec un risque un peu plus élevé de cancer de l'ovaire que, qu'une femme qui n'a pas d'antécédent, une femme avec une mutation BR5 qui n'a pas d'antécédent de cancer de l'ovaire dans sa famille. Mais je reste dans l'idée qu'il y a toujours probablement des facteurs modificateurs du risque Oui. qui peuvent être génétiques, encore une fois, environnementaux ou en interaction, qui font que ces risques ils vont vraiment varier d'une famille à une autre. Mais oui, on a des données qui montrent que, en fonction de l'atteinte de notre apparenté de premier degré, peut-être que le risque n'est pas exactement le même que le risque moyen qu'on peut avoir dans d'autres publications. Alors, pour reprendre la question exacte de Aude, parce que je veux pas je veux pas la transformer. En fait, elle se demandait, dans le cas particulier du cancer du sein, si c'était des cancers du sein, donc il y a différents sous-types, hein, hormonodépendants, triple Mhm. négatif, HER2. Est-ce que si dans la lignée, il y a eu surtout des cancers du sein hormonodépendants, ce sera forcément des cancers hormonodépendants ou c'est cancer du sein et ensuite les marqueurs qui sont à leur surface, Ouais. c'est variable. Ça va être variable. En fait, ça va être variable parce que ça va dépendre des anomalies qui vont survenir ensuite dans la cellule. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a cette mutation qui prédispose au cancer, mais après, il y a d'autres événements, comme Mhm. pour une personne de la population générale, ils vont faire que cette cellule va se transformer en cellule tumorale. Et en fait, ça va dépendre des autres accidents qui vont être en plus de cette mutation prédisposante, on va dire, qui va faire qu'on va avoir une cellule hormonodépendante, non hormonodépendante, triple négative. Donc ça c'est variable. Voilà. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que c'est vrai qu'on a observé qu'il y avait une surreprésentation des cancers du sein dits triple négatifs Oui, dans un contexte BRCA1, par BRCA. exemple. Vous voyez, dans un Mhm. contexte BRCA1, une femme a plus de risque de développer un cancer du sein triple négatif qu'une femme de la population générale a de développer un triple négatif. En tout cas, tout n'est pas inscrit dans les gènes, il y a quand même Non, d'autres non, facteurs exactement, qui exactement, rentrent en compte. exactement. Alors, il y a Christine qui nous dit
Je consomme pas d'alcool, je consomme pas de cigarettes, je suis sportive, je suis mince, j'ai une alimentation saine. Donc on lui a découvert une mutation PALB2 dans son cancer du pancréas. Voilà, est-ce que ces signes, ça peut déclencher une consultation avec un oncogénéticien? Ou qu'est-ce qui fait que quand une personne arrive et est diagnostiquée, on va se dire, ah, potentiellement, son cancer est lié à une prédisposition génétique? Alors, on a plusieurs critères, éléments d'orientation qui nous conduisent à suspecter une éventuelle prédisposition génétique. Il va y avoir la précocité du diagnostic. On sait que Mhm. le cancer du sein, c'est un cancer qui est surtout post-ménopausique, hein. L'incidence, elle est plutôt élevée chez les femmes de plus de 50 ans. Donc, quand on a une femme qui est atteinte avant 40 ans d'un cancer du sein, même si elle n'a pas d'antécédent dans sa famille, ça nous conduit à nous interroger en disant, bah, on est quand même beaucoup plus jeune que l'âge moyen auquel on diagnostique cette maladie. Donc, il faut s'interroger, se demander s'il n'y a pas un contexte de prédisposition génétique. Donc, il y a l'âge. Il y a aussi les associations familiales. C'est-à-dire que si on retrouve dans une famille 2, 3, 4 cancers du sein, on sait que c'est une maladie qui est fréquente, qui concerne une femme sur 8, une femme sur 9 au cours de sa vie. Mais là, dans des familles où il y a 2, 3, 4 cancers du sein, on se dit c'est quand il y a une surreprésentation. Est-ce que finalement, quand on regarde cette famille, il n'y a pas un facteur de risque génétique qui fait que les femmes de la famille ont un risque plus élevé que le risque de 10-12% de la population générale de développer cette maladie? Donc en fait, il y a aussi donc une association de plusieurs cas de cancer du sein. Et il y a aussi des associations liées au spectre tumoral dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, on pourrait se dire, ah bah j'ai une fratrie ou j'ai un frère qui a eu un cancer du côlon, une sœur qui a eu un cancer de l'endomètre, c'est pas du tout la même maladie, et puis un autre frère qui a eu un cancer de l'estomac. Bon, bah ça, c'est trois cancers différents, mais on sait que ces trois cancers du côlon, de l'endomètre et de l'estomac peuvent survenir dans un contexte de syndrome de Lynch. C'est un syndrome de prédisposition au cancer colorectal, de l'endomètre, de l'estomac, le spectre est plus large. Et c'est vrai que ces Donc associations il y a un point commun. côlon, voilà, nous, on sait que, voilà, en Hmm. analysant une histoire familiale, on se dit, ah là, il y a quand même un point commun, ou en tout cas, on peut suspecter avec cette association, même si c'est trois cancers différents, un éventuel syndrome de Lynch. Et on va explorer cette hypothèse, nous aussi, derrière. Donc voilà, donc c'est des associations de cancers, c'est des précocités au diagnostic, c'est des signatures tumorales aussi, parce qu'on a des analyses tumorales qui sont faites de plus en plus pour adapter les traitements des patients. Et ben, certaines signatures tumorales peuvent être évocatrices de situations de prédisposition génétique. Donc je dirais que c'est ça les trois éléments d'orientation qui peuvent conduire à orienter un patient vers une consultation de génétique. Alors, on comprend bien que l'histoire familiale, elle est importante, mais du coup, la question de Frédéric, c'est comment on fait quand bah, soit on ne connaît pas, ou soit ses ascendants sont décédés. Alors, euh, On n'a pas c'est vrai que toujours l'histoire bah, c'est ça, familiale. on n'a pas toujours l'histoire familiale. Ça, c'est vrai que c'est des vraies questions. Merci pour cette question. C'est toujours un peu difficile quand on n'a pas connaissance des antécédents familiaux. Et c'est vrai que c'est le problème que se posent beaucoup d'enfants nés sous X ou qui Mm. ont été abandonnés. Enfin voilà, donc qui sont issus de dons de gamètes aussi. On se dit Oui, bah, finalement, j'ai oui. pas d'informations sur mon le donneur de spermatozoïdes ou d'ovocytes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va se dire que ces prédispositions génétiques sont quand même rares. D'accord? Il faut se dire que dans la population générale, la fréquence des mutations dans des gènes qui donnent des risques très Oui. élevés de cancer du sein, de cancer du côlon, elle est quand même rare. Donc, effectivement, on peut se poser la question et s'interroger, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne propose pas forcément de manière systématique, même quand on n'a pas connaissance des antécédents familiaux, de tests Mhm. génétiques, parce qu'on se dit, voilà, c'est que la probabilité qu'on soit dans un Ça, tel c'est rare. contexte est rare. Mais, et voilà, et là, on fait un webinaire sur les prédispositions au cancer, mais finalement, de la même façon, on ne connaît pas les antécédents familiaux sur les maladies cardiogénétiques. Et Oui, on sait qu'il y a des c'est vrai. gènes qui provoquent des troubles du rythme cardiaque. Et ben, peut-être que dans la famille du donneur, il faudrait qu'on soit suivi aussi par un cardiologue. Mhm. Il peut y avoir d'autres types de maladies génétiques qui sont. Donc en fait, finalement, enfin, je comprends finalement cette problématique, mais on est plutôt nous dans la réassurance en disant voilà, on est dans des situations qui sont quand même plutôt pas fréquentes, rares, Mm. et donc du coup, on est plutôt dans la réassurance en se disant voilà, il n'y a pas forcément de but de s'interroger. Mais voilà, il y a des équipes qui font un peu de lobbying aussi pour essayer de dire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là,
proposer un dépistage génétique un peu large. Alors Mhm. dans ce cas-là, si on se fait pour le cancer, pourquoi pas le faire pour la cardiogénétique, pour la Oui, neurogénétique, pour tous les domaines. Et là, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore prêt en France à faire ce type de diagnostic un peu large. Mais mhm. il y a des débats, des réflexions en cours pour réfléchir à cette question d'un dépistage génétique un peu systématique Alors, en France. vous y avez déjà un peu répondu, mais je vais quand même prendre la question de Valérie. Est-ce qu'il y a certains cancers ou certains sous-types de cancers, donc on parlait du cancer du sein triple négatif, qui là envoient un signal, attention, là, il y a peut-être un peu plus de risque que ce soit lié à une mutation, à une Alors oui, oui, prédisposition? tout à fait. Nous, ça nous envoie un signal parce que finalement, je vous disais tout à l'heure, dans des histoires où on n'a pas euh, d'antécédents dans une famille, une femme qui aurait un cancer du sein avant 41 ans, c'est un peu notre cut-off Oui, aujourd'hui. On va proposer un test génétique. Bah, chez une femme qui a un cancer du sein triple négatif, vous voyez, le cut-off, il est monté jusqu'à moins de 61 ans. C'est-à-dire que d'accord. on considère qu'un cancer du sein triple négatif avant 61 ans, c'est une situation où on peut s'interroger parce qu'effectivement, comme c'est un triple négatif, la probabilité qu'on soit dans un contexte de prédisposition génétique est plus fort. Et donc, on a monté un peu plus haut le cut-off pour dire, voilà, même s'il n'y a pas d'histoire familiale, une femme qui a un cancer du sein triple négatif à 59 ans, qui est pas loin de l'âge moyen auquel on fait des diagnostics, on va quand même faire un test génétique en l'absence d'antécédent familial. D'accord. Puis j'imagine que tout ça, ça évolue aussi en fonction des connaissances qu'on a sur la biologie des cancers Tout à et les fait. recherches de mutations. Des connaissances et Euh, des moyens aussi, parce qu'il faut, enfin voilà, oui, faut aussi se dire qu'aujourd'hui on est quand même dans un système qui est quand même, enfin, je vais pas dire qui est parfait parce qu'il y a un système qui a quand même beaucoup de défauts quand même. Enfin voilà, mais quand même, aujourd'hui ces tests génétiques sont gratuits pour les personnes mhm, qui peuvent avoir ces tests génétiques. Il n'y a pas de différence entre des gens qui auraient des moyens de se payer un test et ceux qui ne peuvent pas se payer un test. Donc c'est voilà, c'est la solidarité nationale qui finance national. tous ces tests Mhm. génétiques. Et donc, c'est vrai que, voilà, qu'on on a un système de santé qui permet On de nous envie. pas, voilà, qu'on nous envie et qui permet aux personnes de pas avoir à payer ces tests génétiques aujourd'hui. Voilà, on va rentrer dans le concret. Donc, imaginons, voilà, quelqu'un a un cancer, vous suspectez qu'il y a une mutation de prédisposition. Concrètement, comment ça va se passer pour lui? On va l'orienter vers vous et ça va se passer comment la consultation? Je dirais qu'il y a trois moyens d'adressage, je dirais, Ouais. des patients en consultation génétique. Il y a soit les oncologues, les chirurgiens qui prennent un patient pris en charge, enfin qui prennent en charge un patient atteint de cancer. Et là, le chirurgien, l'oncologue sait que là, c'est une situation qui peut faire évoquer une prédisposition et il nous l'envoie en consultation génétique. Il y a des personnes qui d'elles-mêmes nous sollicitent parce qu'elles ont des antécédents dans la famille et elles se posent la question en disant, voilà, j'ai ma sœur, ma mère, ma grand-mère qui ont eu ça. Est-ce que c'est suspect de prédisposition génétique? Et puis, il y a des médecins de ville aussi, des généralistes, des gynécos, qui vont nous envoyer leurs patientes en disant, voilà, j'ai une patiente qui a tels antécédents. Et Oui. donc, souvent, là, ce sont des patientes indemnes de cancer Mhm. qui nous Oui. sollicitent et qui s'interrogent sur leurs propres risques et sur les modalités de surveillance qui devraient être mises en place en fonction d'un contexte familial. Et donc, voilà, on est aussi bien contacté par des patientes atteintes qui sont orientées par des oncologues, des chirurgiens, que des patientes indemnes qui sont qui nous sollicitent spontanément ou qui sont orientées par un gynéco, par un médecin généraliste. Donc, nous, notre travail, je dirais, quand on voit une première personne dans une famille où on va suspecter une prédisposition, ça va être d'essayer d'explorer cette piste de prédisposition génétique. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'un test génétique, on le réalise en première intention chez une personne qui a eu un cancer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'essayer de documenter l'origine de l'histoire personnelle et familiale de cette personne-là. Et donc, on veut Mhm. se mettre dans une situation où on va maximiser nos chances de trouver la cause génétique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formes familiales où il y a sûrement quelque chose de génétique et dans lesquelles on ne trouve rien. Par méconnaissance, parce qu'on ne connaît Oui. pas tout On ne aujourd'hui du connaît pas toutes les déterminisme, mutations, voilà, hein. on ne connaît pas tous les gènes, toutes les mutations. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a des familles non expliquées, pourtant on est persuadé qu'il y a quelque chose d'héréditaire et de génétique dans ces familles-là. Donc pour augmenter la chance, je dirais, d'identifier une mutation dans une famille ou d'être dans une situation où on est dans une famille avec prédisposition génétique sans mutation identifiée, on se dit qu'il faut Mhm. commencer l'analyse chez une personne qui a eu un cancer. Bien sûr. D'accord? Et donc, quand des femmes indemnes nous contactent, souvent on dit, bah, c'est pas vous qu'on veut voir d'abord, on veut voir votre sœur, on veut voir votre mère, D'accord. parce que c'est chez votre sœur ou votre mère qu'il faut commencer l'analyse. Parce qu'en fait, on a une situation difficile si on teste une personne qui est indemne de cancer et qu'on ne trouve rien.
il y a deux possibilités pour expliquer un résultat négatif chez la personne qu'on aura testée. Soit elle est issue d'une famille dans laquelle il y a une prédisposition génétique qui n'est pas documentée, qui n'est pas connue parce que c'est Mhm. dans un gène qu'on ne connaît pas, soit parce que la personne, par chance, je dirais, n'a pas hérité de la Mhm. mutation génétique Ah responsable de oui. l'histoire familiale. Donc on ne Et sait du pas coup, vous pouvez pas discriminer, on ne conclure. peut pas conclure. Ouais. Soit Mm. on peut, dans un sens, on l'a rassuré en disant, vous n'avez pas la mutation responsable de votre histoire familiale, vous avez le même risque que la population Oui. générale. Et dans l'autre, bah, votre famille a été explorée, multi-explorée, on n'a toujours pas de cause génétique. Bah, il y a sûrement quelque chose. Et peut-être que vous en êtes porteuse, donc on va vous surveiller comme si vous étiez porteuse d'une prédisposition génétique. Et donc D'accord. finalement, quand on teste ce qu'on appelle nous un cas index, une personne qui a eu un Mhm. cancer chez laquelle on va trouver une cause génétique, là, le test génétique, si on le fait chez la sœur indemne, par exemple, et qu'on montre que la sœur indemne n'a pas la mutation qui a été identifiée chez le cas index, bah là, c'est un résultat qui est rassurant. On dit, oh, bah voilà, votre D'accord. sœur a cette mutation, vous ne l'avez Vous pas, ne l'avez pas. donc vous n'êtes pas à haut risque. D'accord. Donc c'est ça notre travail initial par rapport à votre question. C'est notre D'accord. travail au départ, c'est une fois qu'on a des gens qui arrivent en consultation, c'est d'identifier le meilleur cas index d'une famille pour ensuite D'accord. Donc proposer ça, c'est les une, premières questions. Est-ce que c'est vous est-ce que vous avez eu un cancer? Est-ce qu'il y a un cas dans votre famille? Et du coup, exactement. ça oriente. Ça oriente la décision de qui tester dans une famille. Et voyez, par exemple, j'ai trois sœurs qui ont eu un cancer du sein, une à, une à 30 ans, une à 50 ans, une à 70 ans. Ben, je préférais tester celle qui a été atteinte à 30 ans, en me disant que s'il y a une cause génétique, c'est celle qui est atteinte à 30 ans, et Mhm. peut-être que celle qui a été atteinte à 70 ans, c'est le Lié à cas l'âge. lié à l'âge et qui ne serait peut-être pas porteuse de la prédisposition génétique. Donc, je préférais tester la femme atteinte à un âge le plus jeune. Donc, ça, c'est une partie de notre travail pour commencer à explorer les familles. Et alors, si on se met dans le cas où c'est une personne qui a été diagnostiquée d'un cancer qu'on soupçonne d'être lié à une mutation de prédisposition, comment ça va se dérouler, cette consultation? Alors, on commence par expliquer les enjeux du test, Mhm. à quoi ça va servir pour la personne, pour sa famille, parce qu'en fait, c'est des tests génétiques qui vont avoir une dimension individuelle, évidemment, mais une dimension familiale aussi, parce que Oui, on y révéler la présence reviendra. d'une prédisposition, bah voilà, ça va concerner d'autres membres de la famille. Donc ça, il faut vraiment bien informer la personne de cela. Et puis, on va proposer quasiment systématiquement, alors il y a des situations où on va avoir besoin d'avoir un résultat pour adapter les traitements. Donc là, la période de réflexion qu'on va vouloir proposer, elle n'est pas toujours adaptée, parce que parfois on a besoin d'un résultat de test génétique. On pourra peut-être en reparler aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui des thérapies ciblées, c'est-à-dire des traitements qui peuvent Oui, être proposés dans des contextes de prédisposition génétique. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas d'urgence à faire cette recherche d'accord. et on va proposer une période de réflexion après avoir expliqué les enjeux de l'analyse. D'accord. Clairement, 95%, je pense, des personnes à qui on va proposer un test génétique le font au décours de la première consultation. Et dans ce cas-là, signe un consentement, ça c'est le cadre médico-légal pour faire un test Mhm. génétique. On réalise les prélèvements et ensuite on fixe un rendez-vous pour restituer les résultats. Souvent, c'est plusieurs mois après. Le prélèvement, c'est quoi? C'est un prélèvement sanguin? Alors, ça dépend des équipes, mais globalement, c'est le plus souvent un prélèvement sanguin. Des Mhm. équipes choisissent de faire deux prélèvements sanguins à deux dates différentes. Nous, on a mis en place aussi un, un prélèvement sanguin et un prélèvement salivaire. Vous allez me demander, mais pourquoi il y a besoin de deux prélèvements? En fait, c'est parce que c'est des bonnes pratiques en oncogénétique de vérifier sur un deuxième prélèvement indépendant quand on trouve une mutation sur le premier, qu'on retrouve la même mutation sur le Ouais. second. Comme ça, quand on a un Mhm. résultat, on rend un résultat qui est sûr, qui est fiable à 100% parce qu'on l'a vérifié sur deux échantillons d'ADN indépendants. Alors, il y a Aude qui demande quelles sont les questions à poser lors d'un rendez-vous avec un oncogénéticien. Les Ou questions à quelles sont les poser. questions qu'on vous pose le Ah, plus qu'est-ce que... souvent ou quelles sont les questions qu'il faut penser à poser parce que c'est vrai que Hmm. c'est des moments où on est peut-être un peu vulnérable et voilà, on est peut-être un peu dépassé par la situation. Est-ce qu'il y a des questions, des réponses qu'il faut absolument avoir à Hmm. ce moment-là? Ouais. Alors, moi, j'aurais envie de rassurer, j'ai oublié le prénom, je suis désolé. Aude. Aude, j'ai envie de rassurer Aude pour lui dire que on sait exactement ce qu'il faut qu'on vous dise. C'est-à-dire qu'en Mhm. consultation, on a vraiment les points importants à vous transmettre. Et donc, même s'il y a une question à laquelle vous ne pourriez ne pas penser, si c'est vraiment important pour vous ou pour votre famille, on en parlera nous. Mais les questions, le plus souvent, clairement, elle touche surtout la famille. C'est vrai que les personnes souvent nous disent, bah, moi je viens vous voir, mais ça y est, moi j'ai déjà eu un cancer, donc voilà, c'est pas pour moi que je le fais pour Mhm. mes enfants, je le fais pour mes frères et sœurs, parce que moi ça y est, j'ai déjà eu la maladie et j'ai envie de protéger ma famille. Et du coup, c'est souvent les questions qu'on nous pose, ça Mhm. sera quoi les conséquences pour ma fille si Ouais. vous trouvez une mutation? Voilà, c'est souvent autour de la famille que viennent les questions.
et on va répondre à ces questions dans quelques instants. Mm. Mais alors du coup, on vous donne un prélèvement sanguin, donc vous allez regarder l'ADN. Et alors, Mhm. qu'est-ce que vous allez chercher? Est-ce que vous allez chercher uniquement la mutation que vous suspectez? Par exemple, si on reste sur le cancer du sein triple négatif, parce que c'est un bon exemple, est-ce que vous allez chercher uniquement une mutation BRCA ou est-ce que vous allez faire un panel de gènes et potentiellement de gènes qui peuvent prédisposer à un autre cancer que j'ai pas vu? Alors, les choses ont changé au fur et à mesure du temps et les changements sont liés à, je dirais, à l'évolution technologique. C'est Mhm, vrai qu'au départ, on faisait des analyses gène par gène, c'est-à-dire que on suspectait une anomalie dans BRCA1, BRCA2, on séquençait BRCA1, enfin on analysait BRCA1, on analysait BRCA2. Et puis au milieu des années 2010, est arrivé ce qu'on appelle le NGS pour Next Generation Sequencing, c'est le séquençage de nouvelle génération qui a permis de faire du séquençage à haut débit de l'ADN. Et là, on s'est mis à séquencer beaucoup plus massivement l'ADN, ce qui nous a permis de nous réorienter, nous réorganiser et à analyser ce qu'on appelle des panels larges de gènes. Donc, en fait, au sein du laboratoire, on a défini un certain nombre, une liste de gènes qui prédisposent au cancer, une liste de gènes de recherche pour lesquels on a ouais. envie de faire de la recherche. Et on s'est dit, ben, on va les séquencer systématiquement chez tous nos patients qu'on voit à l'Institut Curie, puisque finalement, c'est ce qu'on appelle un seul pipeline d'analyse, et tous les Mhm, gènes sont séquencés, les mêmes gènes sont séquencés chez tous nos patients. Après, par contre, ce qu'on va faire, c'est que si je vois une dame qui pour laquelle je suspecte une prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, eh bien, on va avoir défini au niveau national, je vous ai parlé tout à l'heure du GGC, on a oui. défini une liste de 13 gènes qui doivent être systématiquement séquencés chez nos patientes pour lesquelles on suspecte une prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Donc, parmi, je sais pas, les 150 gènes ou les 180 gènes qui vont être séquencés au laboratoire, eh bien, les biologistes ne vont s'intéresser à la séquence d'ADN générée que, concernant les 13 gènes du panel sein-ovaire. Si jamais j'ai un monsieur qui a eu un cancer colorectal, pour lequel je suspecte, je vous ai dit tout à l'heure le syndrome de Lynch, eh bien Mhm. aujourd'hui SLPH. on a cinq MLH1, MSH, on a quatre gènes, je dirais, qui sont impliqués dans le syndrome de Lynch. Eh ben, il n'y a pas besoin de regarder les autres gènes. Donc on va tout séquencer, mais on ne va regarder que ces quatre gènes-là. Donc voilà, on a en fait, ça va dépendre des gènes d'intérêt qu'on a envie de séquencer en Mhm, fonction des hypothèses qu'on va faire en première consultation de génétique. Et je vais aller même encore plus loin parce que je pense que c'est aussi l'avenir, c'est des évolutions technologiques aussi qui vont le permettre. C'est que finalement, probablement dans les années qui viennent, ou peut-être dans un futur proche même, on va même plus séquencer des panels de gènes de oui. 150, 200 gènes, on va séquencer le génome. Le génome, c'est Mhm, l'ensemble des gènes, des gènes, enfin des séquences codantes et des séquences non codantes d'un individu. Donc, c'est 3 milliards de paires de bases, de lettres de notre ADN, ouais. c'est 23 paires de chromosomes qui vont être séquencés. Et ensuite, de la même façon, on définira un panel d'intérêts qui vont être lus. Mais on va se mettre très prochainement, probablement, à séquencer le génome. Et c'est ce qui est fait d'ailleurs dans le plan France Médecine Génomique 2025, qui est un plan national qui a été financé par l'État à la fin des années 2010, Oui. qui permet aux patients pour lesquels on a suspecté une maladie génétique d'avoir le séquençage de l'ensemble de son patrimoine génétique. Donc on pressent quand même que ça sera probablement l'avenir, qu'on séquencera le génome d'un individu et ensuite on s'intéressera à une liste de gènes d'intérêt pour répondre à une question liée à une prédisposition génétique au cancer, par exemple. D'accord. Bon, en tout cas, pour le moment, si par exemple j'ai un cancer du poumon, on va me faire le panel cancer du poumon ou alors autre cancer s'il y a des cancers associés, mais on n'ira pas me chercher un cancer Non, colorectal ou un tout à cancer du fait, sein. On va exactement. rester dans le... Et on va rester Très dans le bien. spectre de ce qu'on va suspecter, exactement. Alors, on va parler un peu plus tard de l'intérêt de faire ces tests, mais vous disiez que dans la plupart du temps, on n'est pas dans l'urgence de les obtenir. Ça veut dire on attend combien de temps les résultats? Ben, ça va dépendre un peu des laboratoires qui vont faire les analyses. Aujourd'hui, Mhm. ce sont beaucoup de laboratoires académiques qui font ces analyses génétiques, Mhm. donc ils font avec les moyens qu'ils ont. Et je pense qu'on peut retenir que chez un cas index, le délai moyen d'obtention, donc index, je vais expliquer tout à l'heure ce que c'était, hein, c'est une Oui, personne atteinte d'un cancer pour laquelle on va faire un panel de gènes pour identifier l'éventuelle cause génétique. Il faut compter 3 à 4 mois, je dirais, en moyenne en France pour avoir un résultat d'analyse. Après, on a aussi ce qu'on appelle les tests apparentés.
et tout à l'heure, vous me demandez quel type d'analyse on fait. En fait, on fait pas des panels ou des génomes, on fera pas des génomes chez des apparentés, c'est-à-dire dans une famille dans laquelle on va avoir trouvé la mutation causale responsable de Oui. l'histoire de la famille. On va rechercher ce qu'on appelle juste, on va faire ce qu'on appelle juste un test ciblé pour regarder Mhm. si la personne elle a ou elle n'a pas la mutation Parce que vous savez ce que responsable. vous cherchez On sait ce qu'on à ce cherche, on moment-là. sait à quel endroit, quelle faute d'orthographe il y a dans le gène et C'est on va ça. regarder si la personne a cette faute d'orthographe ou pas. Et donc là, c'est des analyses qui sont plus rapides et souvent, je dirais en moyenne, en 2 mois, 2, 3 mois, on peut avoir les résultats. D'accord. Mais quand même, 2, 3 mois, c'est long quand on a un cancer et quand on s'inquiète pour sa descendance ou Hmm. comment on peut gérer ces périodes-là? Est-ce qu'il y a un accompagnement psy? Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent aider? Est-ce que... Tout à fait. Non, non, c'est possible. En effet, la plupart des équipes d'oncogénétique travaillent aujourd'hui avec des psychologues. C'est vrai que nous, en première consultation, systématiquement, à la fin de la consultation, on transmet les coordonnées de l'unité de psycho-oncologie. D'accord. On transmet des coordonnées de l'association de patients, comme la vôtre, comme Génétique Cancer, qui est une Ouais. association de patients pour les cancers génétiques. Donc, voilà, il y a des interlocuteurs qui peuvent aussi être là, autres que les professionnels. Enfin, bon, les psychologues sont des professionnels, je veux dire, les professionnels de la Oui, génétique, oui. qui peuvent aussi accompagner des personnes dans cette attente. Mais c'est vrai que ce sont des attentes qui sont souvent longues et on nous reproche, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des délais pour obtenir un premier rendez-vous aussi. Donc souvent, ce sont des Oui, démarches génétiques qui sont un peu longues parce qu'il y a le temps d'attente du premier oui. rendez-vous, puis le temps d'attente pour l'analyse, la restitution du résultat. Donc c'est vrai que c'est des démarches qui prennent souvent plusieurs mois et on nous rapporte souvent le fait que ce sont des démarches un peu longues et un peu anxiogènes en Ouais. attendant ces résultats. Mais on essaie d'améliorer les choses, on Mhm. fait avec les moyens aussi qu'on a. Encore une fois, je pense que si on facturait ces analyses, si voilà, si on est dans un système privé où Mhm. les gens pourraient payer, on pourrait finalement, parce que qu'est-ce qui limite tout ça? Ben, c'est les équipements, c'est le personnel, c'est pas nos capacités, parce qu'en fait, en réalité, en une semaine, on pourrait avoir ce résultat. Si on avait une seule Mhm. personne, ou 3 personnes qui travaillaient sur l'analyse d'une personne, ben, on aurait le résultat dans la semaine. Donc après, Il voilà, c'est faudrait un plus de équilibre. moyens. Il Ouais. faudrait plus de Mhm. moyens et voilà. Mhm. Donc C'est aujourd'hui, un petit message qu'on peut on n'a pas, passer. on n'a pas ces moyens supplémentaires aujourd'hui pour plus recruter au niveau Mhm. technique, au niveau personnel pour aller plus vite. En fait, c'est ça le facteur limitant finalement. Alors, Voilà, imaginons c'est ça. que... C'est pas l'analyse qui est longue en elle-même. En fait, Oui, c'est on a ça. C'est compris, ouais, plus, c'est les moyens à votre c'est les disposition. moyens à notre disposition exactement. Donc, imaginons que ces 2 mois soient passés. C'est vous qui recevez le résultat et qui le transmettez. Si j'imagine, c'est pas le patient qui va recevoir tout de suite les Ouais, résultats. tout C'est pas à comme une fait. analyse de sang. Non, ouais. Non, non, c'est des consultations de résultats qui sont faites d'abord avec la personne, c'est-à-dire on va même pas prévenir l'oncologue ou la personne qui nous a orienté, qui a orienté le patient. C'est vraiment le patient qui est informé en premier du résultat de son analyse génétique et ensuite on transmet son résultat à ses médecins, aux personnes à qui le patient nous aura demandé d'envoyer son résultat. Mhm. Mais c'est fait lors d'une consultation de génétique avec souvent le prescripteur, celui qui l'a vu la première fois. Mhm. Mais après, c'est vrai qu'on travaille dans des équipes et donc finalement, Ouais. nous, ça nous arrive qu'on se soit rendu par des collègues. Enfin, peu importe. Alors, on essaye le plus possible pour que ce soit la même personne, mais en tout cas, Oui, c'est l'équipe de génétique qui restitue le d'accord. résultat du test génétique au cas index ou à la parenté qui a fait le test. Et alors, imaginons encore une fois il s'agit d'une personne qui a été diagnostiquée d'un cancer et que vous détectez, vous identifiez une mutation de prédisposition. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Alors, ça va dépendre où en est la personne, ça va dépendre de Mhm. la prédisposition, ça va dépendre de plein de choses. D'accord. Mais si la personne a été traitée pour son cancer il y a déjà 5 ans et qu'elle est en Mhm. rémission, eh bien en fait, ça va conduire à la mise en place d'un dépistage adapté parce que on va identifier que cette mutation va donner tel autre risque et donc il faut Ouais, compléter finalement les examens de la surveillance. dépistage, la surveillance, voire même aller dans certaines situations vers des chirurgies de réduction de risque où on peut Mhm. recommander aussi des chirurgies préventives pour éviter l'apparition d'un cancer si on sait que le risque d'apparition est élevé. Donc il y a ça. On pense évidemment l'ablation du sein avec BRCA ou des ovaires, ça a été très Exactement, c'est très emblématique. Angelina Jolie qui a Ouais. donné l'exemple. Mais encore une Tout fois, à fait. là, c'est pas une obligation, c'est Non, un moyen préventif, mais c'est au choix de la personne. ça va dépendre. Je vais moduler un peu les choses. C'est effectivement au choix de la personne
pour la question de la chirurgie préventive mammaire, parce qu'on Mhm. a des excellents moyens de dépistage aujourd'hui. C'est Ce ça. sont des femmes qui sont très bien suivies avec des IRM annuels, des Mhm. mammographies, des échographies, des surveillances cliniques semestrielles. Donc, on a vraiment des capacités de diagnostic précoce qui sont très bons. Mhm. Mais effectivement, certaines femmes vont faire le choix d'aller plutôt vers une chirurgie de réduction de risque pour ne pas être confrontées à cette maladie, bien que le risque zéro n'existe pas, on Exactement. diminue quand même de manière drastique le risque d'avoir cette maladie. Pour l'ovaire, le discours est un peu différent. C'est qu'on n'a pas de bons moyens de dépistage du cancer de Mhm. l'ovaire. Donc là, Ouais. c'est plus une option que peut choisir la femme. C'est vrai qu'on va être beaucoup plus incitatif Ouais. dans la chirurgie de réduction de risque et on va recommander une ablation des ovaires et des trompes dans cette situation-là. Donc c'est plus tellement une option, c'est une recommandation. Après, les personnes s'en emparent pas. Ça, Mhm. chacun, bien sûr, est libre d'aller ou pas vers la chirurgie ovarienne préventive, mais en tout cas, c'est une recommandation, alors que la chirurgie mammaire, c'est une option qu'on présente et qui est choisie ou non par nos patientes. Donc à Et puis, je chaque disais fois, tout à l'heure, ça dépend de la mutation, ça dépend du risque associé, ça dépend de, comme vous dites, si on a des moyens de le détecter en amont. Donc, exactement, d'accord. exactement. Ça, voilà. Et donc ça, c'était pour les patientes, je dirais, qui seraient un peu à distance de leur maladie. Puis Oui. celles qui sont encore en cours de traitement, eh bien, c'est des résultats qui peuvent avoir des incidences sur les modalités de traitement. Par exemple, Mhm. dans le syndrome de Niche dont je parlais tout à l'heure, on sait que c'est des tumeurs qui vont être très sensibles à l'immunothérapie. Des mutations BRCA1 ou BRCA2, ça va être des tumeurs aussi qui peuvent être sensibles à des nouveaux traitements qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. Donc Mhm. le résultat d'un test génétique va pouvoir aussi, dans certaines situations, conditionner la suite des traitements d'une personne. Donc c'est pour ça qu'on se met aussi à faire des tests génétiques un peu, je dirais, en urgence dans des circuits plus rapides, parce qu'on va se dire, Oui, bah voilà, si vos délais de consultation, c'est 2, 3 mois, et que moi, j'ai besoin du résultat du test le plus vite possible, pour parce que choisir le ça va traitement. choisir le traitement, c'est des délais Mhm. qui sont plus acceptables. Ouais, Donc, on a mis en place des circuits urgents où on voit les gens dans les d'accord. 10, 15 jours, et on fait des analyses aussi dans les meilleurs délais, et on arrive à s'organiser pour avoir des résultats en 5 semaines, en 6 semaines, qui sont compatibles finalement avec la suite de la prise en charge thérapeutique des personnes. Au niveau médical, avec, je vous ai dit là, par exemple, les inhibiteurs de PARP, ou Oui. même les chirurgies, parce que finalement, on peut très bien dire, bah voilà, si la patiente commence par une chimiothérapie néoadjuvante, donc on va commencer les traitements par une chimiothérapie Mhm. avant Avant la l'opération, chirurgie. avant la chirurgie, bah on peut imaginer que connaître le statut génétique d'une personne avant la date opératoire pourrait modifier la suite, le choix de traitement chirurgical qui pourrait être fait derrière. Donc c'est vrai que dans ces situations-là, on est un peu plus dans l'urgence et, euh, et on, et on va voilà, mettre en place ces On a circuits urgents des voilà, circuits courts. pour des circuits courts pour pouvoir adapter au mieux la prise en charge des personnes. Alors, avant de parler de la descendance, on va encore rester du point de vue de la personne. Si le résultat, cette fois, il est négatif. Et je dirais que malheureusement, c'est pour nous, hein, parce que c'est vrai qu'on aimerait donner des situations. C'est des situations qui sont pas faciles pour nous Oui, à gérer, parce que et c'est les plus fréquentes. Je dirais qu'on est dans d'accord. 85% des cas qu'on va tester, on va rien trouver. Alors, on Mhm. va se dire, bah, dans certaines situations, ça peut être rassurant. Et c'est vrai que dans certaines Oui, c'est ce qu'on situations, ça pourrait va se être dire. rassurant. On pourrait se dire, voilà, c'est rassurant, on n'a pas trouvé de cause génétique. Et je dirais que ça va dépendre un peu de l'histoire familiale. C'est-à-dire que si on est Mhm. dans une histoire familiale, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure d'une patiente qui a un cancer du sein triple négatif à 59 ans. Si je fais l'analyse et que je dis qu'elle n'a pas de mutation BRCA1 ou BRCA2, qu'elle a aucun antécédent dans sa famille, Mhm. c'est vrai que je vais plutôt aller vers la réassurance en disant, bah voilà, Ouais. c'est probablement un cancer accidentel, sporadique, et qu'il n'y a Mhm. pas de risque très élevé pour vos apparentés. C'est pas tout à fait la même chose si je vois un résultat négatif à une patiente qui a eu un cancer du sein à 30 ans, qui a une sœur qui a eu un cancer du sein à 30 ans et qui ont une Mhm. mère qui a eu un cancer du sein à 30 ans. Mhm. Et ça arrive, on a des histoires familiales comme ça où on a des cas très précoces, multiples, où on va pas trouver de cause génétique. Ben là, vous comprenez qu'avec ce schéma familial un peu caricatural, on ne va Mhm. pas pouvoir rassurer la troisième sœur en disant, bah voilà, on n'a rien trouvé, donc vous avez Ouais. le risque de cancer du sein de la population générale. Non, avec une mère et deux sœurs qui ont eu des cancers du sein à 30 ans, la troisième sœur, elle va être suivie comme si elle était porteuse d'une mutation BRCA1 ou BRCA2. Donc je dirais que D'accord. c'est pour nous les situations presque les plus compliquées à gérer, c'est comment adapter au mieux la surveillance des frères et sœurs, des Quand descendants, vous n'avez pas quand on n'a pas trouvé, l'information. voilà, Ouais, ouais. quand on n'a pas l'information génétique. Donc nous, quand on trouve une Mhm. cause génétique, je dirais que c'est assez facile parce que les choses sont Ouais. standardisées et du coup, bon voilà, on transmet les recommandations aux personnes. Mhm. Quand on n'a rien trouvé, bah, c'est là que c'est un peu plus difficile. Et ce qui est difficile aussi, c'est que souvent, bah,
il peut y avoir des discordances et peut-être que vous avez cette expérience aussi avec les personnes qui nous écoutent, c'est que bah, ce qu'on va dire nous par exemple à l'Institut Curie pour une sœur va pas être tout à fait la même chose que ce que va dire la consultation de génétique à Rennes ou à Marseille ou à Bordeaux parce que finalement voilà, on est un peu dans l'incertitude sur voilà l'évaluation du risque résiduel de cancer et on a des manières de travail qui sont pas tout à fait les mêmes et on n'est pas toujours voilà bon globalement, je ne veux pas inquiéter Oui, tout le monde en disant qu'on fait n'importe quoi, voilà, mais il peut y avoir des petites différences dans d'accord. cette zone grise, je dirais, de certaines familles où on va rien trouver, on va quand même suspecter qu'il y a quelque chose. Les pratiques peuvent varier d'une personne à une autre aussi. Donc un résultat négatif ne veut pas forcément dire sans danger, ça dépend du Du contexte contexte, global. Encore une fois, c'est tout n'est ça, pas inscrit dans les gènes. exactement. Et potentiellement, ça peut quand même donner lieu à une surveillance rapprochée. Rapprocher comme si vous étiez porteuse d'une prédisposition génétique dans certaines situations, exactement. OK. Et alors, du coup, une fois qu'on a cette information, est-ce qu'on est tenu de la transmettre aux membres de notre famille? Déjà, est-ce qu'il y a une différence quand c'est négatif et quand c'est positif? Et est-ce qu'on est obligé de donner l'information? Alors, je dirais que depuis toujours, début des consultations génétiques, c'était fin des années 80, début des années 90, c'est quelque chose qu'on dit en consultation depuis, c'est historique si vous voulez, de dire que voilà, ce test génétique, il a une dimension familiale et que ça va avoir des conséquences pour les apparentés. Les choses ont un peu changé en 2011, au moment de la révision de la loi de bioéthique de 2011, Mhm. justement, où là, le législateur a proposé que soit inscrit dans la loi la responsabilité qu'ont les personnes d'informer la parentèle en cas d'identification d'une prédisposition génétique. D'accord. C'est-à-dire Donc, que si le résultat est négatif, on est tenu de rien. on- je dirais qu'on est tenu de rien. Nous, on va encourager quand même à donner, Oui, comme on le faisait avant la loi, je dirais. La oui. loi, Mais elle nous légalement, va en tout cas, il n'y a pas légalement, de... enfin voilà, ce qui est écrit dans la loi, c'est en cas d'identification d'une anomalie génétique qui pourrait conduire à la mise en Mhm. place de soins, de Oui, conseils génétiques, etc. Là, il faut que la personne puisse prévenir sa famille. Et donc, nous, en première consultation de génétique, on sensibilise vraiment, alors, on le faisait toujours, même avant cette loi de 2011, on sensibilisait toujours à l'enjeu familial. Mais là, on explique, et c'est dans le consentement, depuis, dans toutes les consultations de génétique, depuis le décret qui est tombé en 2013, dans tous les consentements de consultation génétique, c'est bien écrit que la personne a été informée de la responsabilité qu'il a d'informer sa parentèle de l'identification d'une maladie génétique. Là, on parle du cancer, mais je dirais que c'est pour oui, toutes les maladies largement. génétiques, là, voilà, au sens large, en effet. Et Et, alors, et qu'est-ce... la loi a prévu, a prévu, parce Oui, que je rajoute ça, mais parce qu'on est parfois dans des situations familiales où on va dire, oui, mais moi je suis fâché avec ma sœur depuis 10 c'est ça. ans, depuis le décès de notre mère. Mais en fait, la loi a prévu quelque chose qui est une information indirecte à la parentèle. C'est-à-dire que la personne peut dire, bah voilà, je comprends l'intérêt qu'aurait ma sœur à avoir cette information, mais moi je lui parle plus depuis 10 ans et je vais être Oui, incapable de lui transmettre cette information. Donc en fait, la personne peut nous communiquer les coordonnées de sa sœur et nous, on a la possibilité, c'est vrai que habituellement, c'est pas fait, on ne peut pas contacter des personnes d'une famille pour, voilà, pour quoi que ce soit. Mais là, la loi nous autoriserait, si la personne nous donne les coordonnées de sa sœur, à écrire à sa sœur de manière anonyme, sans rien dévoiler de oui, oui. l'histoire personnelle et familiale du cas index, lui dire, voilà, un membre de votre famille a fait une démarche génétique qui a conduit à l'identification d'un facteur de risque. Vous pouvez venir en consultation génétique pour qu'on vous explique quelles seront les conséquences quelles seraient les conséquences pour vous si vous étiez concerné par ce facteur de risque. Voilà. Donc, c'est des situations qui sont assez exceptionnelles. C'est assez rare qu'on utilise cette voie d'information indirecte à la parentèle parce que c'est vrai qu'on envoie un courrier recommandé avec accusé de réception. Enfin, Oui. c'est tout un contexte Mhm. un peu lourd. Et donc, on essaye toujours, tant que possible, qu'il y ait une information directe du cas index vers sa famille. Et là, on va l'aider. On va lui transmettre des lettres d'aide à la diffusion de l'information dans la D'accord. famille, des coordonnées d'associations de patients. Voilà, on va dire, Mhm. il y a des gens qui peuvent vous aider aussi. Puis, par effet domino aussi, OK, vous parlez plus à cette sœur, mais vous avez une autre sœur qui, elle, lui parle, bah, parlez-en à cette On sœur, peut et puis lui en servez-vous parler. de votre sœur qui pourra lui en parler. Donc, Oui, par effet d'accord. domino, on peut toucher après d'autres membres de la famille. Il faut aussi jouer sur ça plutôt que d'activer systématiquement cette procédure. Parce que pour les quelques personnes qui ont reçu ce courrier anonyme, recommandé avec accusé de réception, je pense que c'est quand même pas facile de se Oui. dire, voilà, il se passe quelque chose dans ma famille, quelqu'un me le cache, et c'est un professionnel qui me contacte pour ça. C'est pas, c'est difficile aussi à gérer pour la personne Et qui reçoit ce courrier.
Oui, mais on peut entendre aussi qu'une personne peut se sentir coupable aussi d'être porteur et de ne pas avoir envie qu'on sache que ça vient d'elle. Donc, en Ouais, tout ouais, cas, il faut savoir que cette procédure existe. elle existe, ouais. Et donc, du coup, il faut contacter les deux branches de sa famille, paternelle, maternelle, et remonter aussi loin qu'on peut. Alors, nous, on essaie toujours, si c'est possible, si les deux parents sont vivants, c'est de tester les deux parents. Parce qu'en fait, ça D'accord. va donner une information sur la branche d'hérédité. Si c'est le père qui est Oui, porteur, bah, ça oui, servira à rien de tester ouais, la oui. branche maternelle. Donc en fait, tester les parents permet d'orienter Procéder par élimination. exactement par élimination, dire bah voilà, on élimine votre branche Mhm. maternelle parce que c'est votre père qui est porteur. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas identifié la branche d'hérédité, techniquement, on peut faire des tests génétiques dans les deux branches. C'est-à-dire que même si la dame me dit, ah oui, mais moi, ça doit venir de mon père parce que les trois sœurs de mon père ont eu un Oui. cancer du sein et mes Mhm. parents sont décédés, bah, si je suis contacté par une sœur de la mère, je ne lui refuserai pas le test parce que sa nièce est porteuse d'une mutation et j'ai pas la certitude que cette mutation soit d'origine paternelle. On a eu des surprises, on a des arbres généalogiques où on pressentait que la mutation venait d'une branche plutôt que d'une autre. Et en fait, quand on a testé les parents, bah, ça a été l'inverse que ce qu'on aurait Oui. prédit qui a été identifié. Donc, pas de préjugés. Tant qu'on n'a pas de certitude sur la branche d'hérédité, on peut tester les deux branches, les apparentés des deux branches. Donc, on doit prévenir donc là, on a fini la partie consultation. Ce qu'on peut se demander aussi quand on sait qu'on est porteur d'une mutation de prédisposition, c'est qu'on n'a pas forcément envie de la transmettre à ses descendants. Il y a une possibilité qui existe, qui est la DPI, vous allez nous en parler qui est ce procédé qui, si on a recours à une fécondation in vitro, de sélectionner les embryons qui ne seraient pas porteurs de cette mutation. Alors c'est vrai pour d'autres maladies. Est-ce que c'est vrai pour le cancer avec les mutations de prédisposition? Alors, bon, c'est une question Ouais, intéressante on que vous sort un posez là. peu Ouais. du Mais non, non, cadre. mais Hop. on nous la pose de plus en plus, hein, Ouais. cette question. C'est vrai que les gens sont informés aussi de ces techniques et il y a des personnes qui nous disent, voilà, moi, est-ce que c'est possible de pas transmettre cette mutation à mes descendants? Voilà, j'ai 30 ans, j'ai cette mutation et j'ai un Mhm. projet parental. Je D'accord. veux pas transmettre cette mutation. Alors, en fait, ça va dépendre de la maladie, de la prédisposition génétique concernée. Il y a eu un rapport qui a été publié je dirais au début des années 2010, donc il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a évalué les différents types de prédispositions génétiques et ces prédispositions, elles ont été classées en quatre catégories. C'est des catégories des gènes de prédisposition pour lesquels, s'il y avait une demande de diagnostic préimplantatoire, ce dont vous parliez tout à l'heure, ou de Oui, diagnostic j'ai pas. Oui. prénatal, parce qu'il y a les deux qui sont possibles, on ne dissocie pas DPN Mhm. et DPI. Peut-être pour ceux Oui, qui ne sont pas oui, désolé, familiarisés, on a ouais, parlé oh, oh, d'acronymes, on va peut-être ouais, voilà, juste les les expliquer, mais expliquer. le DPI, diagnostic préimplantatoire, en quelque sorte, vous prélevez des spermatozoïdes, des ovocytes, vous faites une fécondation in vitro, vous laissez l'embryon se développer et vous prélevez une cellule pour déterminer si l'embryon est concerné par la maladie génétique ou ne l'est pas. Et vous ne D'accord. réimplantez dans l'utérus de la mère que les embryons qui ne sont pas concernés par la Mhm. maladie génétique. Le diagnostic prénatal, c'est un peu différent, c'est que là, il y a une fécondation naturelle, une grossesse qui est en place, et on va prélever soit du liquide amniotique, soit faire Ouais. une biopsie de trophoblast pour regarder si le fœtus en place est concerné par cette maladie génétique. Et quand on fait un DPN comme ça, un diagnostic prénatal, l'idée, c'est derrière que le couple serait demandeur d'une interruption médicale de grossesse pour pas avoir un enfant atteint de cette maladie génétique. Donc, finalement, pour ces demandes de DPN, diagnostic prénatal, ou DPI, diagnostic préimplantatoire, eh bien, il y a quatre catégories de maladies sur les prédispositions au cancer, des situations où une demande serait recevable, c'est-à-dire qu'un couple va dire, voilà, dans ce contexte-là, je ne veux pas que mes enfants aient cette mutation, on peut faire du DPN et du DPI. Un autre groupe où ça va être plutôt oui à évaluer, plutôt Mhm. non à évaluer, ou non pas du tout. Et en fait, chaque D'accord. syndrome, chaque gène va se retrouver dans une de ces catégories. Donc, quoi qu'il arrive, il faut passer devant un CPDPN, c'est un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui va donner l'accord pour un diagnostic prénatal ou Ouais. un diagnostic préimplantatoire, mais ces dossiers doivent être discutés bien en amont avec les équipes d'oncogénétique pour discuter des situations dans lesquelles on peut présenter un dossier ou non. Donc maintenant,
probablement ce qui va intéresser les personnes, c'est de dire voilà, et alors par exemple BRCA1, BRCA2, c'est dans par quel groupe? exemple. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut demander un diagnostic prénatal, un diagnostic préimplantatoire dans un contexte BRCA1 ou BRCA2? Bah, ces gènes-là sont plutôt dans la catégorie non, plutôt non. Euh, Mhm. mais on laisse la possibilité quand même de discuter au cas par cas, euh, avec les personnes pour comprendre pourquoi la personne voudrait aller jusqu'à cette demande de DPN ou de DPI, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a des consultations dédiées qui sont autour de ce diagnostic prénatal et préimplantatoire, souvent avec le couple qui veut qui a ce projet parental. Et c'est arrivé, comme je vous ai dit tout à l'heure, plutôt non, mais il y a un certain nombre de demandes de DPN et de DPI qui ont été acceptées en France. Il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui après un DPI de BRCA1 par donc voilà, après cette fécondation in vitro, cette sélection d'embryons Mais c'est, et mais c'est pas automatique pour BRCA. Par contre, il y a les mutations pour lesquelles ça sera un oui systématique. ouais. Ça répond à quel critère? Alors souvent, c'est des critères liés à l'âge d'apparition des maladies. Par exemple, il y a des syndromes Ouais. de prédisposition génétique comme le syndrome de Li-Fraumeni. C'est un Mhm. syndrome qui est pas très fréquent, c'est assez rare. Il y a quelques dizaines de familles en France, je dirais, donc c'est très rare. Mais dans les familles dans lesquelles il y a ce syndrome de Li-Fraumeni, on sait qu'il y a un risque de tumeur pédiatrique qui est très élevé. C'est-à-dire que voilà, vous risquez d'avoir un enfant qui pourrait développer un sarcome, une tumeur cérébrale. Et donc c'est vrai que des couples qui ont une demande de DPI en cas d'altération du gène TP53, eh ben, ce sont des demandes qui sont acceptées. Voilà, par exemple. On sait aussi qu'avec D'accord. la polypose adénomateuse familiale, c'est un autre critère, c'est le niveau de risque de cancer. Par exemple, si on sait que le risque il est de 100%, Mhm. on Ouais. pourrait aussi faire des demandes de diagnostic prénatal ou de préimplantatoire dans ces contextes-là. Donc ça va. Les critères, c'est le risque tumoral, Mhm. la Est-ce qu'on en a précocité du moyen? diagnostic, Ouais. les Est-ce moyens qu'on de a moyen dépistage, on a de fait tout à surveiller? fait, et Mhm. des moyens de surveiller ou pas. Et donc voilà, ce sont surtout ces éléments-là qui nous guident pour dire si on peut accepter ou non une demande de DPNDPI. D'accord. On a fait le tour des questions. Je vais juste, en effet, prendre la question de Aude qui avait été posée au tout début, parce que c'est vrai là, on a parlé du testing des différents membres de notre famille en pensant plutôt aux ascendants. Mais si on a déjà des enfants, est-ce qu'ils seront testés? S'ils sont mineurs, qui décide? Est-ce que si les parents sont divorcés, il faut que les deux donnent leur accord? Voilà, puis on reste un peu Ouais. dans Pour les descendants. ces problématiques de Ouais. parentalité, oui. Mm. Alors, pour la plupart des prédispositions génétiques, on va pas tester des enfants. D'accord? Il faut avoir en tête D'accord. qu'on laisse le choix à l'adulte, au Mhm. majeur, de connaître son statut, porteur ou non porteur de la prédisposition qui a été identifiée chez son père ou chez sa mère. Donc, on fait dans la plupart des cas des tests à l'âge adulte. Les quelques situations où on peut être amené à faire des tests chez les enfants, c'est quand il existe un risque pédiatrique, justement. Donc, par exemple, je D'accord. parlais du syndrome de Li-Fraumeni tout à l'heure. Effectivement, si un couple veut savoir si son enfant est concerné par cette prédisposition, effectivement, les parents peuvent demander à ce que leur enfant soit testé, parce que l'idée derrière, c'est qu'il y aurait des surveillances adaptées qui seraient mises Oui. en place Mhm. dès l'enfance, si vous voulez. Ouais. Donc, finalement, l'âge auquel on fait les tests dépend surtout de la question, ce qu'on appelle nous en génétique, de l'actionnabilité. À partir de quel Mhm. âge il y aura des mesures de surveillance qui vont débuter. Si ces mesures de surveillance, elles doivent débuter à l'âge adulte, il n'y a pas de raison de tester un enfant parce que la mère ou le père souhaiterait connaître avant son enfant son statut génétique. D'accord? Donc, D'accord. et on veut pas que les parents détiennent une information qu'ils pourraient ne pas avoir, enfin, qu'ils auraient choisi d'avoir à la place de leur enfant s'il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant à le savoir. Parce que peut-être que l'enfant, lui, n'aurait jamais voulu savoir. Vous savez, dans des familles ou dans lesquelles il y a des prédispositions génétiques, Mhm. il y a des personnes qui font la démarche, Tout qui le monde veulent ne veut pas savoir, et il y en savoir. a qui ne veulent pas Mhm. savoir. Et donc, je crois qu'il faut respecter, enfin, on est persuadé qu'il faut respecter aussi la volonté de ceux qui ne veulent pas savoir et faire un test parce qu'un parent aurait besoin. Et on peut comprendre aussi Oui, c'est ce que ça, ça peut c'est générer que pour les moi je me parents, mets le à la stress de place ça. du parent, oui, c'est ça, on Ah a oui, de l'impression un dire, peu de vivre avec une épée de Damoclès, on aimerait bien savoir. savoir, ah bah oui, savoir, bien sûr. Non, non, mais on le comprend complètement en tant que parent que on aurait envie de connaître le statut de ses enfants. Mais je crois qu'il faut respecter le choix de l'enfant qu'il aura à l'âge adulte de connaître ou de pas connaître son statut. Et c'est ça qui doit Donc, primer avant donc, donc ça veut dire qu'à ses 18 ans, par contre, les parents
peuvent l'informer, enfin, même doivent l'informer. Et Oui, c'est lui qui fera le choix de faire de le faire test le ou pas. test ou pas. Ouais. Moi, je dirais même avant 18 ans, hein. Souvent, on préfère Oui. voilà, que les personnes préviennent. Enfin, le kairos, le bon moment auquel faut informer l'enfant, c'est toujours une question un peu difficile. Est-ce qu'il faut attendre Mhm, quel âge mhm. à quel âge faut que je prévienne mes enfants? Dans quel contexte? Est-ce qu'il faut que je fasse une réunion Oui, familiale? Est-ce que je fais du CAPA? Voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais moyen de faire. Chacun va faire en fonction de sa perception. Mais c'est vrai que c'est bien d'en informer, je pense, assez tôt les personnes. Et après, à 18 ans, si la personne veut initier une démarche génétique, légalement, elle a le droit. Nous, c'est vrai pour les jeunes pour lesquels, vous parlez tout à l'heure d'actionnabilité, pour lesquels il n'y a pas de mesures qui sont mises en place avant l'âge de 30 ans, par exemple, pour BRCA1, BRCA2, c'est vrai qu'on ne se précipite pas pour tester des enfants, des jeunes ados ou des jeunes adultes de 18 ans en se disant, ben voilà, ça ne va rien changer pour la personne, qu'elle connaisse son statut à 18 ans ou à 25 ans, puisqu'entre 18 et 25 ans, il ne va rien se passer de toute façon. Donc, on est oui. plutôt dans une phase de temporisation en disant, voilà, il n'y a pas d'urgence à connaître votre statut, finissez vos études, vivez de votre vie de jeune adulte pour l'instant sans vous préoccuper de ça. Voilà. Après, les personnes qui veulent savoir à 18 ans, on respecte et on teste des jeunes de 18 ans. Voilà. Mais en tout cas, souvent, on propose une période de réflexion avant d'enclencher le test génétique pour laisser la personne. La consultation, elle est là aussi pour montrer qu'il n'y a pas d'urgence et Oui, ça, on l'a compris. voilà, comme ça, la personne réfléchit et fera le test quand elle aura vraiment envie de savoir. Oui. Voilà. Je vais juste prendre la dernière question de Francis qui se demande justement, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de personnes qui veulent pas savoir? Est-ce que c'est une majorité, une minorité? Il n'y a pas de chiffre Ouais, il peut-être? n'y a pas de chiffre, on Oui, sait pas. On sait pas bien. d'accord. Parce que comme les familles sont éclatées, moi je pourrais vous dire, bah voilà, dans des familles, j'ai testé que Oui, 15% des familles, j'ai trouvé une mutation, testé que 10 à 15% des personnes, mais peut-être que les frères et sœurs ont été vus dans d'autres consultations et on n'a pas de base nationale, oui. base familiale On n'a pas nationale, le chiffre. où on n'a pas le chiffre de savoir qui a été vu, qui a fait la démarche. Donc non, non, je crois qu'on sait pas trop. Enfin, en tout cas, j'ai pas cette information. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées dans le chat. Je vais vous laisser conclure si vous voulez conclure sur ce sujet. Ben, en tout cas, ben, je conclue déjà en vous remerciant une nouvelle fois de m'avoir invité à animer ce webinaire. Je ne sais pas si ça va avoir engendré d'autres questions, mais en tout cas, voilà, il faut pas hésiter à vous transmettre ces questions et je pense qu'il n'y aura Ok. aucun problème à ce que vous les relayiez après Oui, oui, tout à s'il y en fait. avait. Je reste disponible pour répondre à d'autres éventuelles questions. Et puis, comme je vous le disais, on travaille en réseau, donc où que vous êtes en France aujourd'hui, il y a des consultations de génétique proches de chez vous et il ne faut pas hésiter à vous orienter vers les services de génétique qui sont près de chez vous pour poser vos questions parce que vous avez des antécédents familiaux et vous demandez s'il faut aller plus loin ou pas. Il y aura toujours des professionnels, médecins généticiens, des conseillers en génétique qui seront là pour vous répondre. Donc, ne restez pas avec vos questions. Exactement. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes celles qui ont été posées pendant cette heure. C'était très riche. Comme d'habitude, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et voilà, comme c'est un format d'une heure en vidéo et que des fois vous préférez des formats écrits, on va aussi le transformer sous forme d'articles qui vont reprendre à peu près toutes les questions qui ont été répondues pendant ce webinaire. Merci encore de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.